Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Jérôme, Michael, Guillaume et Mehdi de Death Podcast vous accompagneront dans le monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakara naiんだろう。だから今からですね。Il a fallu arriver cette superbe envoi. Par-dessus la troisième corde, vous êtes en retard, Philippe. Ah, mais parce que ça va très vite, ça va Cette très vite. fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui. Roman Reigns qui est passé par-dessus la troisième Mais corde. c'est pas tout, regardez qui est passé. Dive. Awesome. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast, le podcast sur la culture catch. Le podcast Et- dont le nom est imprononçable. Tout à fait, mais c'est une torture à chaque émission et vous avez reconnu la voix de Jérôme. Salut Jérôme. Ça va ? Salut Mehdi, oui. Bon, et nous rejoint de nouveau après sa première intervention remarquée. si tu les diffuses dans remarquable. l'ordre. Si on les diffuse dans l'ordre, mais ce sera le cas, c'est prévu. On est des gens cohérents. Guillaume qui brise le kayfabe. Salut Guillaume. Salut. Et donc aujourd'hui, on a décidé de vous parler peut-être d'un podcast moins visible, qui a parfois malheureusement raison à rester invisible, mais on a des tendances positives en ce moment. C'est le podcast féminin et en particulier une révolution, dixit la WWE et avec la NXT, la Divas Revolution. C'est Jérôme qui a apporté tout ça, donc tu vas nous dire comment ça va s'organiser. Alors, comment ça va s'organiser ? C'est que, oui, c'est vraiment la Women's Revolution, parce que l'idée number one, tu sais aussi bien que moi que pour porter la domination, je dirais d'un point de vue sociologique, il y a les mots. Et il y a donc les dominants qui peuvent décider des mots à utiliser pour déterminer une chose en particulier. Bien sûr. Et le catch féminin les titres ne s'appelaient pas les titres femmes, ouais. s'appelaient les titres divas Enfin, à la WWE. à la WWE. Donc, Avec un magnifique papillon et t'as un truc tout glossy, tout Voilà, glittery sur le- c'était vraiment Rose. cette ceinture qui quelque part a quand même été un peu. Faut préciser qu'il y en a eu. Il y a une époque, il y en avait deux. En fait, au départ, il y a eu un titre Women's Championship. Mm. Ils ont créé le Divas Championship parce que c'était pas la même. Il y en a un qui était à Raw et la SmackDown. Et en fait, quand il y a eu la fusion, en fait, ils ont gardé que le Diva. Que en le fait. Diva. C'est ça qui est triste. C'est, qu'à faire. voilà, donc c'est vraiment ça le truc. Et finalement, il est resté un peu. Pour les fans de catch, tu le reconnais à 10 km avec sa forme, sa couleur. qui provoque des crises d'épilepsie. Et en plus, oui, si en plus tu le bouges très vite à l'écran, ça va très mal. Hein. Si la championne, au lieu de l'avoir juste sur l'épaule, faisait quelque chose avec et bougeait. Ouais. Et C'était cette assez championne horrible. de talent qui avait fait ça. Et Jelly, si tu nous écoutes. Et donc la WWE, dans son plan de reconquête du monde, je dirais, et de passage, alors pas encore à la postmodernité, parce qu'on n'en est pas là, Oula. mais au moins à la modernité, avait décidé de remettre, je dirais, un peu à l'honneur le catch féminin, probablement parce qu'ils avaient une génération vraiment très riche et avaient vraiment lancé ce qui s'appelait la Women's Revolution. Mhm. Et la blague en fait que je voudrais faire autour de ce titre, c'est que c'est une révolution réussie dans la mesure où une révolution, c'est un tour complet. Et ce que la WWE souhaitait voir disparaître au moment de la Women's Revolution, la WWE est en train de nous le reproposer sur un plateau. Et ça m'énerve. Je peux comprendre. Ça me rappelle rien à voir, mais niveau cinéma, cette réplique merveilleuse du personnage de Benedict qui dit à Anthony Quinn, au mafieux, on avait dit 360 degrés, il lui dit 360 degrés, c'est un tour complet, imbécile. Ça veut dire que tu reviens à ton point de départ. Voilà, ça c'était juste la petite transition
cinéma Jack Slater Last Action Hero pour ceux qui voudraient le voir. Et là on arrive à notre Women's Revolution si on y arrive, et on va comment est-ce qu'on va dérouler tout ça justement? Alors tout d'abord on va se poser, enfin on va montrer, essayer d'illustrer clairement pourquoi cette Women's Revolution a été proposée, et sur quoi elle voulait se fonder et sur quoi elle a eu les moyens forts de se fonder. On va montrer que quand même elle s'est pété la gueule et pas qu'un peu, et que pire que ça, finalement, est-ce que c'est basé sur les mêmes éléments que en fait et ça Guillaume vous montrera mieux que moi, il y a eu tout un tas de tentatives, en particulier à la WWE, où il y a eu des périodes où la division féminine pouvait basculer dans une autre dimension. Et pas, malheureusement, si vous prenez la carte de n'importe quel pay-per-view aujourd'hui, ou même juste des émissions hebdomadaires, vous avez un match féminin, c'est le bout du monde. Voilà. Et jamais de la vie on va donner tout ce poids au catch féminin. Et troisième point, pourquoi ça marche ailleurs? Pourquoi est-ce que d'autres divisions, alors on va pas parler que des divisions purement féminines, même si on parlera un peu, d'autres fédérations, ont réussi à mettre en avant l'importance, je dirais, des lutteuses féminines, même au sein d'un roster unifié. Donc, comme quoi, c'est possible ailleurs. Très bien. On a les ingrédients. Il n'y a plus qu'à lancer le four et le thermostat. Et on se retrouve juste après ça. Paige is out here because I wanted her out here. So you can stop running your mouth, because things are going to change starting right now. Now, I want this revolution here in WWE. Paige wants this revolution, but Paige, courage can't do it by itself. It takes more than that. You need backup. I know someone who has had to scratch and claw and fight for everything that they've ever gotten. Somebody who's not afraid of the fire, somebody I would want in the foxhole with me. So joining Paige right now is Becky Lynch. Oh boy. Ladies and gentlemen, if you watch NXT on the WWE Network, you're very familiar with this young lady, Becky Lynch. So joining forces with Paige will be a woman who was bred for this business. Someone who is high styling and profiling. Someone who says she is genetically superior. Ladies and gentlemen, Charlotte! On parlait cuisine, on va commencer avec l'entrée. Donc comment et pourquoi sur le papier tout était là pour plaire, et pourquoi les méchants diront encore une fois tout a été fait capoter par la WWE. Bon, c'est vraiment pour faire les trolls. Alors sur le papier ça donnait quoi? Alors sur le papier en fait on va partir de quelque chose qu'on a tous vu, je pense, ici autour de la table, et que de l'autre côté de vos casques vous avez sans doute vu, j'espère, qui était le match féminin de WrestleMania 32, qui était un triple threat, donc un match à 3 pour le titre, qui réunissait les 3 meilleures lutteuses de l'époque. Alors, je parle de l'époque, c'était en 2016, donc c'était pas... Guillaume conteste déjà, mais on va te laisser poser le match et ensuite le laisser contester. Donc, on avait Charlotte qui était championne, qui interprétait une heel flamboyante à 2 niveaux, qui était je suis une descendante, je suis Legacy, donc Charlotte, donc le nom est Charlotte Flair, et qui est donc la fille de Ric Flair, le 16 fois champion, donc détenteur du plus grand nombre de titres avec John Cena. Sasha Banks qui est donc qui était plutôt Charlotte était plutôt dans la catégorie des puissantes, donc Powerhouse. Sasha Banks qui était plutôt
une catcheuse technique, très souple, qui en plus a trop souple, c'est un autre problème, qui a en plus donc qui interprétait elle aussi plutôt une heel, parce qu'en plus elle a un finisher qui a une soumission un peu enfin où tu domines quand même beaucoup ton adversaire, et Becky Lynch, et qui est la nièce de Snoop Dogg, et ça, qui est la nièce de Snoop Dogg, bien sûr. Et Becky Lynch, en fait, qui est qui enfin à mon avis avait tout pour être la plus grande babyface féminine jusque-là, parce que elle est souriante. Bon, elle a juste un accent irlandais à couper au couteau, mais je pense qu'elle le surjoue. C'est une qualité. Non, je crois que non, malheureusement. Qu'elle le surjoue pas. Ah non. oui, c'est vraiment son. Attention, malheureusement. Moi, je parle vraiment comme ça. Et... Non, mais ce qui est une anecdote comme ça, c'est que quand elle est arrivée à Shimmer, Alison Danger ne comprenait pas ce qu'elle lui disait. Ah oui, à ce point-là. Enfin, elle comprenait pas très bien, quoi. Donc, quand elle essayait de communiquer, c'était pas pratique. Et donc, Becky, qui elle était plutôt dans la catégorie ce qu'on appelle brawler, donc combattante, et puis surtout, c'est une babyface dans la mesure où c'est quelqu'un qui capte beaucoup l'attention du public et qui réagit, qui gagne de la puissance, je dirais, à mesure que le public peut la pousser. Et donc on avait vraiment, je dirais, une équation parfaite avec des éléments incroyables. Et en effet, on a vu un match qui, moi, pour moi, pour ce WrestleMania là, c'était le meilleur match de la carte, pour la simple et bonne raison que il a été tellement bien écrit, vendu et je dirais booké, vraiment, voilà, pour revenir sur une ancienne émission auquel je n'ai pas participé, mais dont je sais que vous avez travaillé dessus. Mais oui. Vraiment un match de bout en bout où chacun a eu ses spots, chacun a pu briller. Alors évidemment, Charlotte avait conservé son titre, mais pas aux dépens de ces deux camarades. Alors, il faut dire aussi que la particularité de ces trois-là, c'est qu'elles ne sortaient pas de nulle part quand même, c'est qu'elles sortaient de la NXT, donc la division de développement les jeunes pousses de WWE, où elles faisaient partie d'un mouvement qui s'appelait les Four Horsewomen. Donc, alors, vous connaissez les Four Horsemen, donc les cavaliers de l'Apocalypse. Donc là, c'était les cavalières, les 4 cavalières. Donc le 4e élément. Ça envoie déjà. Déjà, oui. C'était Bayley, et Bayley à qui on promettait. Moi, je me souviens des articles à l'époque. Donc Bayley qui est monté un petit peu plus tard dans les divisions principales. Sans doute parce que comme les divisions féminines avaient été quand même, pour moi, ont été quand même beaucoup sinistrées dans les années qui ont précédé. Faire monter tout le monde d'un coup, c'était surtout violent. Il y aurait plus personne pour soutenir. Ça aurait été vidé NXT. Mais puis Bayley était championne, je crois. Et en plus, Bayley était championne, donc il fallait que quelqu'un vienne chercher son titre. Alors oui, évidemment, il y a eu beaucoup d'échanges de titres entre ces quatre-là. Toujours un peu débile, c'est en fait, il faut que les gens perdent leur match de championnat pour être promus au rang du dessus, ce qui est pas très logique. Oui. Mais bon, c'est du catch, hein, on le sait maintenant. On accepte d'être incrédule par rapport à ces choses-là. D'être crédule, pardon. Trop, oui. Plutôt, oui. Et donc, où on avait vraiment 4... Ah oui, donc je reviens sur Bayley, à qui on promettait monts et merveilles. Moi, je me souviens d'articles plutôt sérieux, pas des trucs de fans complètement dingues, qui promettaient à Bayley le destin de Cena. Voilà, c'était... ça était la Cena Girl ou Cena C'était Woman. Le personnage féminin, le babyface absolu, ça allait être génial. Donc en plus les personnages avaient été bien construits, parce que, donc comme je vous décrivais, c'était vraiment des styles de catcheuses très différentes, et tout en étant très différentes, comme ça faisait finalement très longtemps qu'elles combattaient les unes avec les autres, ça faisait des matchs formidables. Bon, alors le problème, c'est que c'était quelque chose auquel j'avais pas pensé jusqu'à récemment. Et récemment, on m'a expliqué un truc, c'est que, est-ce que vous vous souvenez de la finale pour le titre UK, le nouveau titre anglais qui vient de sortir, hein, avec donc c'était Tyler Bates et Dunn, voilà. Ouais. Et en fait, match formidable. Bien sûr. Dave Meltzer. Surtout pour des enfants. Surtout, oui, c'est vrai qu'ils ont, c'est ça, ils ont 19 et 21 ans. C'est très jeune. C'est vraiment des gamins.
Et moi, parce que je connaissais pas vraiment d'où sortaient ces gens-là, et des gens qui sont largement plus au fait que moi m'ont dit, mais tu sais que ces mecs-là, ils sont des gamins, mais ça fait 5-6 ans qu'ils sont là tout le temps à se taper sur la gueule, devant public, mais sans se faire mal. Donc ces mecs font des matchs incroyables parce qu'ils se connaissent parfaitement. Et donc le problème aussi, c'est que nos Four Horsewomen font des combats formidables parce qu'elles se connaissent parfaitement, mais quand elles arrivent dans une division où vraisemblablement tout le monde n'a pas le même niveau, même si à ce moment-là il y avait Natalia, mais bon, il y avait aussi Eva Marie. On va le faire rapidement. C'est un peu la blague qu'on a souvent parce que ce podcast est assez cathartique. C'est elle se retrouve face à 70% de pole danceuses reconverties en catcheuses. Hein. C'est bon, on parlait surtout de ça à la Diva, ça s'est arrangé entre temps, mais grosso modo, les Alicia Fox et consorts, à part faire un kick grand écart. Bon, au niveau de l'exécution des prises et tout ça, voilà. Et c'est dommage parce que les gens qui sont les autres catcheuses qui étaient autour, que ce soit la championne actuelle donc, qui est donc Trinity Fatou, Naomi. Je l'appelle toujours Trinity Fatou parce que c'est son nom sur Instagram, et comme finalement elle a plus d'activité sur Instagram que in-ring. Oh là là. Ça, je te rejoins pas. Mais ça n'engage que toi, c'est pas grave. Donc Naomi, qui elle aussi sort de NXT, donc de NXT à l'époque où NXT n'était pas un show hebdomadaire. Mais si, c'était hebdomadaire, mais c'était une espèce de jeu télévisé, quoi, on va dire. C'est ça. Voilà. Chaque semaine, on devait éliminer quelqu'un, et Naomi, c'était clairement la plus athlétique du lot, mais c'était pas déjà, elle était noire, donc ça posait problème. Enfin, les gens n'ont pas voté pour elle. Ouais. Et en fait, les gens préféraient. Edge Ellie n'a pas gagné, mais Edge Ellie était assez populaire, alors que franchement, à l'époque, elle était vraiment pas bonne. Hein, c'était pas foufou, ouais. Et la gagnante, malheureusement. On parle bien d'un point de vue technique et de lutte. Hein. N'allez pas penser des choses que. Mais on te laisse. Et la gagnante, elle a été éliminée. En fait, elle s'est fait virer par la suite pour diverses raisons qu'on n'évoquera pas. Mais c'est vrai que d'un côté, c'est un peu c'est une belle revanche que Naomi ait enfin pu. Parce que pendant une époque, elle était juste la danseuse derrière Tyrus. C'est ça, derrière les Usos. Non, avant ça. Avant, oui. Tu n'as pas connu le Funky Lozaar? Non. Si, avec son magnifique chapeau, là. Ah non, ça, j'ai pas connu. Non ça. Il a Impact maintenant, il est sur la Fox aussi, paraît-il. Il est dans Glow aussi. On parlait de gimmick. Oui, tout à fait, exact. Enfin bref. Et donc, à une époque, elle était avec une autre, elle faisait juste, avec Cameron, elle faisait juste danser pour un catcheur, quoi. Ah oui, voilà. Donc c'était vraiment. Voilà, on nous a promis des choses incroyables qui ont été bien construites, mais ça a été droppé au milieu de nulle part, quoi. C'est comme, imagine, tu dis voilà, j'ai créé un objet qui est une sorte de salle de chirurgie automatisée portable qui fonctionne du feu de Dieu, et vous pourrez faire ça sur tous les théâtres d'opération du monde, quelles que soient les guerres, les conditions et tout. Bon, sauf que ça marche avec une prise électrique, et qu'il faut une prise électrique, et si les infrastructures ne sont pas prêtes à recevoir ça, ça servira à rien. Cette métaphore de l'extrême, j'adore. Et en fait, le problème, c'est que il y a eu une tentative de greffe, et que finalement, cette greffe n'a pas pris, parce que tu as fait monter d'un coup toutes les bonnes lutteuses dans un dispositif qui n'était pas prêt à les recevoir. Oui. Et il y a eu rejet. Parce que oui, il y a eu rejet. Et du coup. Rejet, les autres catcheuses ne suivaient pas les autres catcheuses ne suivaient pas. Alors, t'avais Natalia. Alors, Natalia, qui est là depuis très longtemps. Qui fait partie de la famille Hart. Qui fait partie de la famille Hart, qui est une bonne catcheuse. Oui. Mais qui, elle, pour le coup, était vraiment toute seule. À cette période-là, avant l'arrivée des Horsewomen. Et à côté de ça, t'avais vraiment. D'ailleurs, c'est elle qui les ont révélés, parce que c'est parce qu'elle était revenue à NXT affronter Charlotte. Je crois que le match Charlotte et Natalia est quand même celui qui a un petit peu révélé cette révolution, entre guillemets, aux yeux du monde. Donc voilà, le problème c'était ça, c'était que on a 3 personnes, elles sont super, le monde entier va changer, on va bâtir autour d'elles, et puis quand on va couper la marque en deux pour avoir Raw d'un côté et SmackDown de l'autre, on va faire en sorte qu'il y en ait 2 et 2 pour pouvoir porter le truc. Et résultat des courses, en 2017, qu'est-ce qu'on a ? En 2017, on a des storylines à base de Alicia Fox. Ouais.
Alicia Fox. Enfin, Alicia Fox, c'est plus dans le 205, hein, c'est plus du côté cruiserweight. Oui, mais Elle est Alicia pas Fox trop, qui présente, aurait pu participer, je dirais, enfin la Women's Revolution, c'était pas tout le monde sauf Alicia Fox. Non, mais d'accord. C'est-à-dire que si tu lances le mouvement de la Women's Revolution, bah, tu fais en sorte que tout soit intégré, mais voilà. objectivement, vu les qualités, c'est peut-être un peu dur, mais ça a fait le tri aussi. C'est pas, voilà. pas une mauvaise chose. Mais donc, tu supprimes pas ce genre de storyline qui date des années 80, pour pas dire plus vieux que ça encore, quoi. Ou le délire sur Bayley qui est enfin arrivé en division supplémentaire, supérieure, qui est complètement perdu. Enfin, Alors c'est marrant, je pense qu'on va doucement basculer aussi sur... On a déjà un peu basculé sur la seconde partie, finalement, qu'on va faire sans transition. Tu n'as pas cité quand même une catcheuse assez emblématique qui était déjà en place, de prise dans ce marasme, si on peut appeler ça comme ça, c'est Paige. Alors, ouh là là, voilà. ouh là là. Bah, Donc, parce que quitte à ce que ça soit un merdier cathartique. Hein. Mais en fait, non, mais un Paige, c'est intéressant. Je pense que le problème de Paige, c'est qu'elle est arrivée trop tôt, justement. Elle est arrivée avant toutes les autres. C'est ça. Elle était toute seule. Ouais, elle a gagné le titre trop vite, trop tôt. Je pense que déjà, parce que en fait, moi, c'est ça que c'est bizarre, c'est que j'ai connu la plupart, je les ai connues avant à Shimmer, et c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Certaines, oui, mais. Non mais parfois c'est pareil. Non, mais si je te lance sur des conneries. Non, ce que je veux dire c'est que typiquement par exemple Bayley, moi Shimmer c'était vraiment une meuf vraiment moyenne, exactement comme Emma. Enfin elle était vraiment pas remarquable. Ah, Emma. Et je pense que Bayley, à mon avis, je pense qu'elle a été un peu surestimée. Bon, je crois que c'est son gimmick qui a bien marché, qui était assez over, qui était populaire, etc. Oui. Et en fait, toute la storyline qu'elle a eue avec Sasha Banks, c'était très efficace. Mais je pense qu'en fait, sortie de ça, elle s'est un peu plantée. Et Paige, alors, le truc, c'est que, en fait, moi, Paige, je veux dire, bon, elle est quand même très jeune. Et en fait, à Shimmer, je l'ai découvert parce qu'elle était, en fait, elle a eu carrément au départ, elle était en équipe avec sa mère. Et en fait, elles ont une rivalité ensemble, une rivalité mère-fille. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer à quoi ça peut ressembler. C'est pas courant. Il y a un super documentaire d'ailleurs. C'était hyper. Oui, il prépare un film d'ailleurs, ce documentaire. Et en fait, produit par The Rock. Exactement. Et en fait, la rivalité était quand même hyper violente et hyper efficace. Et c'est vrai que c'était assez. En plus, bon, sa mère, elle est hyper vulgaire. Enfin, c'est quand même, c'est un peu spécial, quoi. Et moi, honnêtement, quand ils l'ont embauché, j'étais super surpris. C'était un peu l'époque où la WWE avait tendance à recruter de manière un peu étrange. C'est plutôt de recruter des meufs qui ont vraiment un très haut niveau. Prenaient des filles, peut-être pour leur physique, je sais pas, mais qui me passaient un peu jeunes. En plus, surtout la WWE, ils sont très protecteurs. Je pensais qu'ils allaient la mettre pendant vachement longtemps au club école et tout. Ils l'ont balancée direct dans le main roster. Et à mon avis, c'était beaucoup trop tôt. Elle n'était pas prête. Et je pense qu'en plus, bon, elle a fait des excès. Dont tout le monde a entendu parler maintenant. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Et je sais pas comment ça fait. Hors ring, qui l'ont histoire de ne pas rester dans l'évocation. Effectivement, on sait maintenant tout ce qui est révélation hors ring, notamment scandale, que ce soit on va dire enfreint de la loi, et le deuxième qui est le plus connu, qui sont les sextapes, qui est très fréquent, histoire de vraiment mettre les pieds dans le plat. Et Paige, parmi tant d'autres, fait partie de. Je veux dire, le dernier rebondissement. Et que les femmes sont très souvent beaucoup plus pénalisées par ça. C'est qu'il y avait une histoire que soi-disant il y aurait des disputes avec Alberto El Patron, oui, sauf que Alberto a été libéré de ses charges, Alberto mais pas elle. Ouais. Mais pas elle. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce qu'Alberto a soudoyé les flics, ou en fait est-ce que c'est elle qui l'a agressé? Il a utilisé sa famille de l'illusion du catch dans la vraie vie. Voilà. Je ne sais pas. Mais franchement, je ne sais pas ce qu'elle va devenir. C'est assez inquiétant quand même. Ouais. Mais surtout qu'elle a tout juste 30 ans ou même pas. Enfin, non. Paige, elle a gagné son titre, elle avait 19-20 ans. Oui, voilà. Donc Paige, voilà. En plus, en fait, c'est ça, c'est que, en fait, c'est intéressant que tu le présentes comme ça, Guillaume. C'est, il y a eu tout un tas de tentatives. Très avorté. En fait, c'est ça le truc, c'est que ce que je trouve intéressant, c'est que moi, à l'époque, j'avais fait un article, La femme et l'avenir du catch, je crois que c'est ça le nom, qui est un de mes articles les plus populaires sur mon blog. C'est parce que je vais souvent le lire. Voilà, ça va être ça. Pour vérifier que j'ai pas dit de bêtises. Et en fait, ce que je vous ai remarqué, en fait, ce qui m'avait un peu énervé à l'époque parce que je me rappelle quand ils avaient vraiment parlé de la Women Revolution, ils avaient dit ça y est, les femmes sont de retour. Et moi j'ai dit elles sont pas de retour, elles ont toujours été là, c'est juste que vous les aviez oubliées, quoi. C'est ça. Vous les avez traités comme des merdes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs moments à la WWE où ils auraient pu vraiment faire une révolution féminine. Alors, une des premières qui m'a marqué, moi, c'est au début des années 90, et c'est pas un hasard parce que c'est au moment où au Japon le catch féminin a complètement explosé. Il y avait cette catcheuse qui s'appelle Alundra Blaze,
que moi, là-bas, je connaissais pas du tout, que j'ai découvert en regardant les WrestleMania. Et il y a un WrestleMania, alors peut-être que Mickaël, qui en fait est là, vous ne le savez pas. On a des strikers. Il Il brise de kayfabe jusqu'au bout. En fait, il y a un WrestleMania, je sais plus c'est lequel, mais ça doit être vers 94-95, j'imagine, où elle avait quand même réussi à inviter pour un gros match, je sais plus si c'était un match par équipe ou une Battle Royale ou quelque chose comme ça, toutes les stars japonaises de l'époque. Ce qui paraît quand même hallucinant aujourd'hui, mais même pour des hommes. Vous imaginez pas aujourd'hui à WrestleMania, tiens, on va faire un match, on va inviter tous les catcheurs de la New Japan, de la Pro Wrestling Noah, de la All Japan comme ça sur un ring. C'est juste pas possible, quoi. Alors que les gens commencent à y repenser maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, Alundra Blaze avait un côté très classe, elle était habillée en blanc, elle avait un côté vraiment l'héroïne un petit peu... immaculée. Voilà, si on veut. Et en fin de compte, ce qui est assez intéressant par rapport à la mauvaise tournure, et je pense que ça explique beaucoup de choses au niveau du catch féminin aux États-Unis, c'est que elle, quand elle est partie à la WCW où elle a jeté sa ceinture, après elle a eu son gimmick de Madusa qui était quand même beaucoup plus vulgose, quoi. Et je crois que de manière générale, l'attitude Era en fait a été une catastrophe pour le catch féminin. Ah mais voilà, donc parce que c'est là que parce que vous parlez de pole dancer, mais à l'époque on recrutait vraiment des actrices porno. Enfin c'était vraiment n'importe quoi. Bah, en fait, surtout c'est que en fait on a participé et ça a propagé. La WWE. Pas la WWE. Pas nous, on n'y était pas, on était trop petits à cet âge-là. Le catch féminin, aux États-Unis en particulier, ça n'a jamais été considéré, mais pratiquement dès l'origine, ou à quelques exceptions près. Celle qui a été championne pendant 25 ans, à chaque fois les gens sont là, elle était champion, mais c'est comme Gregory Shane Helms qui a été champion, qui a eu le plus long règne de Cruiserweight, mais il a eu le plus long règne de Cruiserweight parce qu'il ne faisait jamais défendre sa ceinture. C'est ça, ouais. Donc en fait, quand quelqu'un a un long règne, c'est juste que les gens en ont rien à foutre. En fait. The Fabulous Moolah, c'est qui a le record absolu. Elle était complètement c'est parce qu'elle est restée des années où finalement c'était la seule catcheuse féminine. Donc non, moi ce que je disais c'est que aux États-Unis, donc il y a toujours eu une mauvaise image. Par exemple, si vous regardez donc la série Glow dont on reparlera sans doute un jour, les gens donc petit 1, le catch c'est pas sérieux, petit 2, le catch féminin c'est pas sérieux et c'est dégradant. Voilà, c'est parce que oui, on vous parlait donc des pole danseuses ou des danseuses tout court ou des actrices de cinéma pour adultes. Finalement, ça, moi, ce qui m'a toujours choqué par rapport à ça, c'est que il y a pas si loin que ça en Amérique du Sud, il y a des vraies cultures de lutte féminine. Donc alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est au Pérou. Il y a ce qu'on appelle les cholitas, qui sont des femmes tout à fait normales, qui sont pas des géantes, qui sont pas des femmes super costauds, qui ont toutes plus ou moins la même tenue, donc ces grandes robes péruviennes, a priori traditionnelles, à vérifier, mais... et qui se battent sur un ring, voilà, qui font de la lutte et elles la font pas pour déconner, pour le coup. Elles, c'est pas vrai. Enfin, je sais pas si c'est booké, mais je suis pas sûr, quoi. Oui. Elles se font des. Méfie-toi. Parfois, les documentaires sont très bien faits. Peut-être. Elle se balance dropkick sur dropkick. En tout cas, elle mouille le maillot, comme diraient les commentateurs. Et je pense que aussi, par rapport à même WWF, faudra dire, je pense qu'il y a aussi le côté vachement football américain. Parce que Vince McMahon, c'est quand même un fan de football américain. Faut pas oublier qu'il a créé à une époque la XFL. Et dans le football américain, c'est un sport où il n'y a pas de division féminine, pour le coup. Enfin, pas à ma connaissance. Je me trompe. Non, j'en sais rien. Parce que bon, c'est marrant parce que le football, par contre, le soccer, lui, il a percé surtout le féminin aux États-Unis parce que il se trouve que les mecs étaient pas du tout au niveau, quoi. Donc ça leur permettait un peu de se rattraper. Et c'est vrai que voilà, dans le football américain, non seulement il n'y a pas de femmes, mais en plus, quand il y a des femmes, c'est quoi ? C'est les cheerleaders. Mais... Et d'ailleurs, il y avait cette super blague dans un late show où ils expliquaient qu'en fait la XFL, parce que c'était supposé être extrême, et je crois que c'était David Letterman, il fait mais je crois, moi je m'attendais à voir quelque chose d'extrême. Et en fait il dit la seule truc qui est extrême en fait c'est juste que les footballeurs ont le droit de coucher avec les cheerleaders. Ouais. Voilà. C'est une bonne analogie. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que ça a tourné mal ? Moi, je donnais l'exemple de Paige parce que d'une certaine manière, ça a un petit peu le temps de la transition dont tu parlais des 4 cavalières de l'Apocalypse. Ils s'en sont pas servis à bon escient. Ils auraient pu assurer avec elle l'intérim. Ça a été complètement sabré par le règne des Bellas, donc les sœurs entre guillemets Bella, donc Nikki et Brie Bella.
Et respectivement, on en parlait sur la question du booking, qui sont donc les compagnes de John Cena et de Daniel Bryan, qui à l'époque, avant que Daniel Bryan ne prenne malheureusement sa retraite, étaient leurs compagnes, enfin sont toujours d'ailleurs, et faisaient les beaux jours de Total Divas à la télé. Donc justement, est-ce que ça c'est pas un premier pas pour du gâchis, on va dire, de cette Women's Revolution, de ne pas avoir assuré l'intérim, on va dire. On va faire un truc très simple. Ouais. On a parlé de la brand extension. Donc quand d'une division on est passé à SmackDown et à Raw, à Raw, Sacha et Charlotte se sont retrouvées toutes les deux à Raw à ce moment-là. Donc Charlotte est maintenant à SmackDown et Sacha est toujours à Raw. Becky s'est retrouvée à SmackDown. Ouais. En face de Becky à l'époque à SmackDown, il y avait Natalya. Oui. Et Natalya, profondément, c'était la seule vraie lutteuse à ce moment-là. Donc évidemment, elle a eu une feud avec Natalya. Il y a eu des échanges de titres et ça a permis à Becky d'avoir son premier titre, etc., etc. Sauf que à un moment, ils ont trouvé l'idée incroyable d'utiliser donc Becky, fer de lance de la Women's Revolution, pour relancer une catcheuse qui avait un petit peu disparu jusque-là, qui était Eva Marie. Alors, Eva Marie, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Ici, on cette table. Voilà. Très bien, malheureusement. Eva Marie, elle a les cheveux rouges et la teneur de la feud entre Becky, qui a elle les cheveux orange, et Eva Marie. Ça aurait pu être un bon booking. Voilà, la blague, ça a été, et c'est là que tu dis. Enfin, je sais pas s'ils ont spécialement contre Becky à cause de son accent, mais dis mais qu'est-ce qu'elle a fait de si mal pour mériter ça. La gimmick systématique de tous les matchs, ça a été que les matchs n'ont pas eu lieu. Oui. On se souvient malheureusement avec très des bien. accidents de vestimentaire. Voilà, entre autres, donc on revenait vraiment aux plus grandes heures de gloire de la diva. En fait, c'est toujours. En fait, c'est vraiment des problèmes de circonstances, comme on parlait d'ailleurs dans un autre. Tu parles des tenues vestimentaires. Non, mais en fait, je crois que ce qui merde, c'est que les femmes, le problème qu'elles ont toujours eu par rapport aux hommes, c'est que déjà elles sont moins nombreuses, qu'elles ont à la base été moins mises en valeur, donc il y a une sorte de cercle vicieux qui est qu'elles ont moins l'occasion de catcher et de progresser finalement. Déjà ça aide pas effectivement. Et en fait il y a ce truc que finalement comme elles sont pas très nombreuses, elles se retrouvent toujours en face de quelque chose qui Eva Marie a dû être recrutée à une autre époque, peut-être pour Total Diva. Oui, on reparlera de Total Diva. C'est un peu la Nabila de la WWE. C'est marrant parce que je vous parlais d'Alundra Blaze, mais à l'époque d'Alundra Blaze, j'ai l'impression que c'est pareil, c'était un petit peu la seule, et c'est revenu sans arrêt. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, il y avait Molly Holly, qui était très douée, qui a été entraînée par Great Muta, et c'est elle qui a amené dans le catch féminin le fameux handspring elbow, l'espèce de quand on fait la roue, qui après a été reprise par toutes les catcheuses pour montrer qu'elles étaient fortes, même si parfois elles échouaient comme Kelly. Grand moment de catch. Et typiquement, Molly Holly, si mes souvenirs sont bons, en fait, elle est un peu. Elle était pas forcément utilisée à sa juste valeur. À l'époque, de toute façon, les filles se chopaient souvent par les cheveux. Des catfights. Exactement. Mais ça, c'est un peu aussi la faute de l'ECW d'ailleurs, typique de l'Attitude Era, où il y avait il y avait quelques catcheuses, mais c'était juste des meufs qui se roulaient sur le ring, quoi. C'est ça le problème, parce que l'ECW a un petit peu révolutionné certaines choses, mais a un peu renforcé le côté beauf et Attitude Era sur le sang, dont on parlera peut-être dans un prochain podcast. Enfin, voilà. Et qu'est-ce que je disais ? Oui, Molly Holly, en fait, si mes souvenirs sont bons, il y avait toute une rivalité qu'il y a eu avec Trish Stratus, où Trish Stratus se moquait d'elle parce qu'elle avait un gros derrière, quoi. Et en fait, je crois que Molly Holly l'a très mal vécu et en fait a fini par se barrer. Alors après, Trish Stratus est devenu un petit peu, enfin. C'était un peu parce que c'était même c'est un peu injuste parce que je trouve que Lita était plus spectaculaire. Oui. Mais c'est vrai que Trish Stratus, comme elle avait le côté qu'en même temps elle était belle, elle arrivait à faire un peu la liaison entre le côté diva et le côté quand même catcheuse un minimum talentueuse. Mais c'était donc, light. Du coup, c'est devenu d'ailleurs, voilà, elle est déjà au Hall of Fame. Et j'ai vu récemment dans un classement des 5 catcheuses les plus influentes. Je trouvais ça un petit peu excessif, mais bon. Ouais. Et du coup, c'est vrai que c'est elle qui est vachement restée. Mais je pense que, encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas assez de gens en face. À chaque fois, ils se retrouvaient avec. Enfin, quoi que cette époque-là, c'était pas si mal parce que c'était aussi l'époque où il y avait Victoria, Gail Kim, etc. Mais je sais pas, ça n'a pas pris. Et il y a eu un autre exemple parfait comme ça, c'est l'époque plus tard de Beth Phoenix, qui là encore, très douée, mais s'est trouvée. Alors là, pour le coup, complètement toute seule parce qu'en pleine époque Diva, c'est le moment où la ceinture des Divas a été créée.
Et voilà, et en face d'elle, il n'y avait rien. Là, autant pour les nouvelles, on parle de solitude, mais elle, c'était vraiment c'était le vide Elle absolu. luttait contre des hommes, du coup. Ouais, voilà, pour complètement. Et puis, elle a eu tous les bookings possibles et imaginables, notamment avec Santino Marella, même si c'était. Ah oui, ça oh là pouvait là, être. Voilà. Ouais, j'aurais dû m'abstenir de parler. Pour la peine, je vais redonner la parole à Jérôme, donc pour continuer la descente aux enfers. C'est que, là en plus, tu parles de Buzz Phoenix, qui vient donc de rentrer au Hall of Fame. Faut quand même se rappeler qu'à l'époque de Buzz Phoenix, en face, c'était les Michel McCool et les Kelly Kelly. Tout à fait. Et c'était vraiment, là, pour le coup, c'était. Peut-être que j'exagère, mais c'était vraiment le niveau 0, quoi. De toute façon, à l'époque, je me rappelle, même dans les jeux, tu avais les modes de match, les pillow fights, les combats d'oreillers, toutes ces conneries-là. Quoi. Voilà. Dans les versions de WWE, les jeux vidéo. Ah oui, d'accord. Ok, ça donne le ton. Ça, il n'y avait pas dans les jeux. Si, les jeux vidéo, il fallait s'arracher les fringues aussi. Il y avait le truc, le match de lingerie, où il fallait s'arracher. Bon, ce qui est marrant, c'est que ces matchs-là, ce qui faisait toujours marrer, c'est qu'elles avaient plusieurs épaisseurs de sous-vêtements en cas d'accident. Comme Eva Marie. Voilà. Mais ce qui est très dommage, c'est qu'ils sont passés à côté de plein de trucs, parce que mais la WWE fait souvent ça, c'est-à-dire que ce que je trouve très rigolo, c'est même pour les hommes, tu vois, ils vont réembaucher Doc Gallows parce que tout d'un coup il est populaire au Bullet Club, mais ils l'avaient avant. Ils l'ont viré. Ils en avaient fait un faux Kane et différentes conneries. Ils l'avaient viré. Pour rester sur les jeux vidéo. Ils en avaient fait Festus, un handicapé mental. Il le vire. Pour rester sur les jeux vidéo, d'ailleurs, et dans le pack de contenu additionnel du WWE 2017, il est dans les nouveaux espoirs. Future Star. C'est quand même. C'est dire. Mais ils sont presque. Parfois, on se dit, mais ils sont. Enfin, de toute façon, tout le monde soupçonne que Vince McMahon a des problèmes de mémoire, mais par exemple, il y a eu des cas. Par exemple, moi, je me souviens très bien qu'à une époque, parce que je les avais suivis, parce qu'il y en a une notamment qui était apparue dans les premiers volumes de Shimmer. Il y avait Angel Williams et Chantel Taylor qui avaient été recrutées à la WWE. À ce moment-là, elles étaient dans les clubs écoles. Alors à ce moment-là, il y avait deux clubs écoles qui étaient l'OVW, enfin l'Ohio Valley Wrestling et la Deep South Wrestling. Ouais. Bizarrement, j'ai l'impression que la première marchait mieux, c'est-à-dire que si tu étais la première, tu avais plus de chances d'arriver dans le roster principal. La deuxième, c'était une catastrophe. Ouais, Deep South, bon, voilà. Et la deuxième, en fait, elle a carrément fermé. Et du coup, ce qui est horrible, c'est que je crois que Chantal Taylor, à ce moment-là, était proche d'arriver dans le roster. Et en fait, le truc a fermé à ce moment-là. Et du coup, alors, ça a profité à quelqu'un, c'est la TNA qui, à l'époque, en 2007, a créé sa division Knockouts. Ils ont récupéré Gail Kim, Awesome Kong, et donc notamment Angel Williams et Chantal Taylor, qu'ils ont rebaptisé Angelina Love et Taylor Wilde. Et je veux dire, mine de rien, les knockouts à la TNA, c'était un truc vachement important. C'était presque une première Women's Revolution, entre guillemets, même si je trouve que ça aurait pu être beaucoup mieux. C'était quand même peut-être pas au niveau de ce qu'il y avait à Shimmer, parce que le problème, c'est que les matchs étaient courts, contrairement à Shimmer où ils durent très longtemps, parce que ça ne passe pas à la télévision. Bien sûr. Et voilà, et ce qui est terrible, c'est que, bon, en plus, je me demande si certaines. Je crois que j'ai appris récemment que Taylor Wilde avait été recontacté pour le tournoi Mae Young classique. Donc, encore l'amnésie, genre, on aurait pu avoir une super catcheuse à une époque, on l'a pas embauché, et elle voulait pas venir. Bah ouais, mais enfin bon, il faut qu'elle ait arrêté sa carrière, donc de toute façon. Je pense qu'elle n'avait pas forcément de. Justement, là, pour sortir des boucles Alzheimer de Papy Mahon, si on récapitule, il y a eu l'intérim raté, l'arrivée aussi complètement foirée avec non seulement des matchs qui faisaient pas sens, et ensuite le rebranding, enfin chacune migrée sur les sections différentes de la WWE, donc SmackDown et Raw. Et après, est-ce qu'on a encore contenu le fameux 360 que tu nous promettais au début? Alors bon, il y a eu, donc je vous parlais de. Alors on n'est pas, Dieu merci, pas revenu aux scènes quand même extrêmement gênantes. C'était gênant à l'époque, mais aujourd'hui c'est hors de propos. Edge et Lita alors que Edge a quand même marqué assez profondément sa division et son époque. Une célébration sexuelle sur le ring. Voilà, il y avait un lit au milieu du ring. Franchement, si ça retombe, si ça recommence, s'ils arrivent à nous répondre ça aujourd'hui, je pense que j'arrête. Ce que je trouve idiot, ce genre de truc, c'est qu'ils veulent faire genre attention, ça va être chaud. Et en fin de compte, évidemment, ils faisaient rien parce qu'ils n'avaient rien faire. Mais du coup, quel est l'intérêt, quoi, par vraiment faire perdre du temps. Mais justement, n'en perdons pas. Et pareil, donc pour le 360, on va prendre un exemple très simple. Parlons de Emalina.
Alors, T'as envie de te faire mal. j'ai envie de me faire beaucoup de mal parce que moi, en fait, quand j'ai repris à regarder le catch, donc Emma, qui était une catcheuse. Alors, je sais pas si elle est passée par la NXT elle aussi. Si, elle est passée par la NXT. Et il y avait quand même un peu d'intérêt pour Emma. Alors vous remarquerez que parmi un certain nombre de ces catcheuses, donc Charlotte Flair, Sasha Banks et Becky Lynch ont des noms prénoms complets. Oui. Et beaucoup d'autres catcheuses. Oui, alors, je sais qu'à une époque, ils disaient oui, peut-être que finalement, ça parlera que Charlotte. Parce que Oui, la WWE non, je change confirme. souvent de. Je confirme, elle a été de- que Charlotte. Elle s'appelait Charlotte au Non début. mais surtout la WWE aime bien changer de trucs. À un moment, il y avait une question que je sais plus. Biggie Langston, et lui il s'appelait Biggie Langston. Je crois que là c'est beaucoup plus simple que ça. C'est ma théorie, mais vous me direz si je me gourre et qu'elle tient pas la route. Elle était donc nommée uniquement Charlotte. Elle a été rejointe après, alors qu'il était jamais là auparavant, par son paternel aux abords du ring. Il y a eu la scission et après ils l'ont de nouveau peu après renommée Charlotte Flair. Donc je pense que c'est tout simplement en mode patriarcal et se dire qu'elle s'inscrit et qu'il pourrait toujours s'en resservir à terme de l'héritage de son papounet qui est lui-même une légende. Donc ce qui est très con, moi je trouve, ils auraient pu avoir justement dans la dimension forte de fédération de catcheuses se sortir de l'héritage comme ça, c'est mon père, et C'est vrai que surtout quand on sait le catch de Flair qui est très... on n'a pas parlé du père et de Charlotte qui s'est retrouvé beaucoup poussé parce que son père était là. Mais pour revenir sur Emma quand même, donc Emma a été blessée et on a teasé très longtemps, sans doute beaucoup trop longtemps, un changement de gimmick de Emma qui allait devenir Emmalina. Alors c'était la même mais en mieux, je sais pas, c'était le nouvel homo, c'était Bonux Formule plus, enfin je sais pas c'était quoi le délire. Des marques de lessive pour les plus jeunes. Voilà, donc c'est un sketch de Coluche, si vous ne connaissez pas le nouvel homo, qu'il a plus blanc que blanc. Donc on a vu Emma, et Emmalina nous était vendue de manière lascive, coucher de soleil sur les cocotiers, machin et tout. Au milieu donc je dirais du chemin de croix de Becky toute seule à SmackDown à l'époque, où c'était assez compliqué. Et peu après Lana qui était aussi vendue en parallèle, mais elle au moins on n'a pas été déçus, ce qui était vendu correspondait à peu près. Mais bon, pardon, donc, pour Emma. Pour Emma, c'est que quand on a dit allez Emmalina est là, on la lance, ils ont lancé Emmalina et ça a tellement fait un bide absolu. Non, mais je crois que c'est elle, en fait, elle voulait pas faire le personnage, donc elle a directement dit non, je fais pas ça et je m'en vais, non. Mais pas, alors que ça a été teasé pendant extrêmement longtemps. Et du coup, elle est redevenue Emma, exactement avant la période Emmalina, et comme de fait exprès, alors ça reviendra à ce qu'on s'était dit précédemment sur des histoires de blessures qui tombent mal. Elle s'est blessée à l'épaule lors d'un house show et elle a redisparu. À cause du seul truc qu'ils lui ont rajouté, sa paire de lunettes. Le truc qui m'avait marqué avec Emma, c'était son match, parce que c'était je crois que c'est elle qui a eu le premier match avec Asuka, non? C'est pas impossible, oui. Et en fait, ça m'avait choqué parce que bon, moi, c'était un peu comme Shinsuke Nakamura, c'est-à-dire que quand j'ai appris que Asuka avait signé avec WWE, à l'époque, ça me paraissait un peu surréaliste parce que je me disais, mais comment ils vont faire parce qu'elle est pas du tout, elle a un style comme très stiff, c'est vraiment. Elle est très stiff. C'est du style MMA et tout, c'est comme très différent. Alors, stiff, ça veut dire que quand elle met des coups de pied, elle trappe, voilà. D'ailleurs, elle blesse. Enfin bref, et ce qui m'a un peu, du coup je me suis dit mais comment, parce que forcément ils se sont dit on va pas faire tout de suite Asuka, la faire affronter quelque chose de, enfin peut-être Charlotte était déjà peut-être dans le roster principal à ce moment-là, et donc ils l'ont fait affronter Emma, et à ce moment-là Emma était une heel parce que donc au départ elle était babyface, et à un moment donné elle était assez over avec le fameux même des bulles, qu'elle s'écrève des bulles dans l'air. Vous devriez voir la tête de Guillaume qui dit ça, c'est assez étrange. Non mais pourquoi pas. Et en fin de compte, ce qui m'avait choqué dans ce match, c'est que en fait, Asuka avait bien fait son boulot, c'est-à-dire que comme elle devait pas éclater Emma en 2 secondes, en fait, elle a essayé de faire paraître Emma super forte. Mais Emma, le problème c'est qu'elle faisait que genre des claques ou des trucs, donc elle donnait une claque à Asuka et Asuka elle roule à l'arrière. Comme si genre Emma était hyper forte en fait, comme si elle avait des stats dans un jeu, tu vois, dans au max Pro, quoi. Stats claque 25 sur 10, tu vois. Enfin, c'était un peu, c'est un stade où ça devient un peu surréaliste, quoi. Et on se dit, mais est-ce qu'ils auraient
Elle devrait même pas se rencontrer, quoi, à la limite. Enfin, je suis un peu méchant, mais. Bah, alors en plus, c'est intéressant que tu cites Asuka parce que Asuka, en fait, elle a un gros problème. Elle a un vrai gros problème. Attention à ce que tu as dit. C'est qu'elle est avec l'alcool et sa couleur de cheveux. Non, pas du tout. Oui, Asuka, les cheveux verts d'un côté, rouge de l'autre, ou rose. Mais moi, je suis daltonien, donc je fais pas forcément la différence. Il y a plein de couleurs. D'accord, il y a plus de couleurs que ça, merde. C'est que en fait, Asuka s'est retrouvée. En fait, Asuka a battu Bayley. Bayley est montée en division supérieure. Donc Asuka s'est retrouvée un petit peu toute seule. On lui a envoyé Ember Moon pour qu'elle ait un peu de niveau. Ember Moon s'est blessée, donc Asuka se retrouve vraiment toute seule. Et à NXT, qui avait été, je dirais, l'instigateur quand même de la révolution, enfin la division à partir de laquelle la révolution partait, elle s'est retrouvée alors pendant que quelques mois à devoir aller catcher Peyton Royce Ça c'est récent, hein. Oui. Là on a fait un peu anti-chronologique. Oui. Mais oui. Donc et ça, alors heureusement, Il y a eu Nia Jax avant. Il y a eu Nia Jax avant. On pourrait aussi parler de Nia Jax, mais Non, mais voilà, oui. on va pas. Ça sert. Il y a déjà suffisamment de choses compliquées à évoquer. Ouais. C'est surtout que pour revenir donc pour à la débâcle. Pour revenir à la débâcle à NXT, c'est que elle s'est vraiment profondément retrouvée toute seule et qu'il a fallu lui trouver des gens très rapidement pour venir l'affronter. Comme toujours, on a fait appel à des catcheuses de Shimmer, vu qu'on a appelé Nikki Cross. Qui comment elle s'appelle, Ruby Riott. Et Ruby Riott, tout à fait. Enfin, moi j'appelle Heidi Lovelace, mais bon. Voilà. Alors autant Nikki Cross est arrivée portée avec le trio Sanity, voilà. Donc elle a été. Alors Ruby Riott, un jour, elle était là. Et puis voilà. Alors, du coup, pour rebondir, parce que là on s'éloigne un peu, on revient sur NXT, pour revenir à la débâcle de la Women's Revolution, bon, c'est bien de poser cette la débâcle est même à NXT. Mais non, mais parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que je pense que NXT a fait et défait la révolution. C'est ça. Elle l'a fait parce que, justement, par rapport aux exemples que j'avais donnés précédemment, Alundra Blaze, Molly Holly et Beth Phoenix, ça n'avait pas marché. En fait, il y a eu un phénomène à NXT global de mode des indés, que tout d'un coup on pouvait faire venir des gens sans gimmick bizarre, etc. Et je pense que ça a énormément joué. Enfin, c'est au même moment que la Women's Revolution s'est faite, c'est le même moment où des gens comme Kevin Owens, Sami Zayn, Finn Balor ont explosé, quoi. Neville. Etc. Et à l'inverse, maintenant que NXT est un peu en train de battre de l'aile parce que après je pense que c'est cyclique, il y a des moments où il y a trop de gens qui passent dans le roster et voilà. Ce qui m'inquiète, c'est que s'ils réembauchent, ils vont encore revider complètement, re-siphonner les indés violemment. Je sais pas, il reste des gens à la Ring of Honor à part les Young Bucks actuellement. Ah, s'il y a du monde quand même. Mais... Parce que ce que je trouve c'est que maintenant les gens font passer Dalton Castle pour un super prospect, alors que je veux dire, bon, il est sympa, mais c'est quand même un mec. Bon. Alors là, dans votre logique, c'est pas seulement que ça a été la débâcle, c'était cyclique dans la débâcle. C'est-à-dire que même à la NXT, si je vous reçois bien, et que même l'exemple de Mickie James qui est arrivé à la NXT pour avoir une rivalité à peu près cohérente et concrète avec Asuka, même si tout le monde n'était pas fan de cette rivalité-là, au moins ça a été peut-être ce qui a eu beaucoup plus porteur que Emma et qu'on citait juste avant, et Nia Jax. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur, pour finir pour la dernière partie où on y aura peut-être un peu plus d'espoir. C'est que il y a quelque chose de très simple et qui ça me hérisse le poil à chaque fois que je le dis, c'est que là en ce moment, donc on a vu passer donc pour les titres, il y a eu des combats fratricides ou soricides, je sais pas si ça existe. Soricide, oui. Où Sacha a dû affronter Bayley pour une place de first contender, donc de personne qui va affronter la championne en titre, qui va challenger donc Alexa Bliss à Raw. Et à SmackDown, alors il y a eu des combats Charlotte Becky. Je vais quand même dire que le match d'Alexa Bliss et donc c'était Sasha Banks. Oui. Je crois que c'est le match que j'ai préféré du dernier pay-per-view de Raw. Même si j'avais déjà vu, je savais qu'Alexa Bliss pouvait plier son bras à l'envers. Le seul problème, c'est que ça c'est génial, mais elle pourra le faire qu'une fois, quoi.
c'est mort maintenant. Elle pourra plus le vendre. L'exorcisme du bras, c'est qu'une fois. Enfin bon, les commentateurs sont très forts pour faire oh mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça, mais qu'est-ce que c'est, mais Ils sont payés pour. Ouais. Et donc Charlotte et Becky qui sont très amies dans la vie, ça se voit tout le temps sur Instagram. C'est ce que j'allais dire. Non, voilà, ont dû s'affronter, mais tant et si bien que finalement c'est Natalya qui a gagné le match à 5 pour aller affronter la championne de Raw qui est Naomi. Finalement, je trouve que ces choses-là sont moins poussées sur les réseaux sociaux par la WWE que par exemple le fait que Alexa Bliss est signée pour la prochaine saison de Total Diva. Ah oui. Voilà. Oui. Et Et forcément, ils ont moins d'efforts à faire pour que ça fasse du chiffre sur l'un que sur l'autre. Et du coup, ça me rend complètement chèvre parce que tu vois beaucoup plus passer sur les réseaux. Actuellement, là, elles ont passé un séjour à Cabo, donc au Mexique, où tu vois beaucoup plus passer ces choses-là que ce qui est en train de se passer dans les divisions de catch. Et pour moi, alors, si tu coupes Instagram, Juste tu n'as pas ces questions-là. Mais... Pour vous, c'était prévisible que Natalya gagne ou pas? J'aurais voulu que non, mais. Non, parce que je crois me souvenir que j'avais vu des pronostics en fait quelques jours avant où il disait que toutes les catcheuses étaient égalité en termes de pronostics, comme si les gens s'en foutaient complètement, sauf Natalya qui était très en dessous. Alors qu'au final, c'est celle qui a gagné. Je me demande s'ils l'ont pas fait gagner pour déjouer les rumeurs. Mais bon. Moi, la seule chose que j'ai à dire autour de Natalya, c'est que comme ça a été à peu près finalement, ça a été la seule à soutenir la Women's Revolution côté SmackDown quand Becky est arrivée. Natalya, je pense que dans ton classement des catcheuses les plus influentes, elle devait y être. Parce qu'elle n'y était pas. Ah non, mais non. Parce que il y avait Mae Young, il y avait deux anciennes. Il y avait Manami Toyota pour le Japon, c'est tout. Il y avait Trish Stratus et il y a avait Lufisto chez les Indes, ce qui est un peu surprenant parce que j'aime beaucoup Lufisto, mais je pense pas qu'elle soit si influente. D'accord, parce que voilà, et bon, je pense que Natalya elle a quand même bien son pied dans le business et il y a c'est aussi pour la remercier. Je pense qu'elle va tirer son. Et puis le problème de Natalya, c'est qu'elle a aussi et de sa révérence, c'est qu'elle a énormément de poids aussi dans les Total Diva. Qui s'appelle toujours Total Diva ? Oui, mais parce qu'elle est en couple avec un catcheur qui est qui est à la WWE, donc les gens connaissent, etc. Quoi. Voilà. Donc moi, quand je vois ça, ça me déprime. C'est-à-dire qu'actuellement, finalement, ce qui se passe dans le ring, tout le monde s'en fout. Pratiquement, et tout le paquet est mis. Alors je sais pas si c'est parce que c'est l'été sur les Total Diva. Ouais, parce que j'ai envie de te dire, here comes the money. C'est s'il peut faire du pognon à moindre coût et avec à peine plus d'efforts. Enfin voilà. Enfin je pense. Hein, c'est un peu réducteur. On verra ce que l'avenir nous en dira. Mais ça leur permet aussi de communiquer sur une nouvelle vague de catcheuses dans ce réseau-là nous on sous-estime vu que a priori on veut voir du catch, mais que d'autres ont l'air d'apprécier apparemment. Voilà pour un tour assez global de cette débâcle justement Women's Revolution à la WWE. On va marquer une courte pause et puis on va passer voir s'il y a des lendemains qui chantent comme disait Jaurès dans d'autres fédérations. Troisième et dernière partie de cette révolution féminine à la WWE en tout cas, et puis là on va s'attaquer justement aux autres horizons et on va essayer d'aller voir si ça s'est passé avec moins de
perte et fracas. On va peut-être donner davantage la parole à Guillaume qui connaît, vous avez entendu, ne serait-ce que sur sa deuxième intervention, beaucoup de connaissances plus étendues en dehors, en plus de la WWE. Et Oui, peut-être alors. que là-dessus, est-ce que Même c'est si un mes peu plus- connaissances récentes sont plus limitées, parce Ouais. que je regarde plus tellement de catch japonais de manière générale d'ailleurs. C'est mal. Mais c'est vrai que au Japon, il y a un gros souci avec le catch féminin, parce qu'en fait, il y a eu une période hallucinante au début des années 90. Ouais. Mais ce qu'il faut voir, c'est que depuis, c'est quand même compliqué, parce que le Japon, c'est aussi un pays qui est très misogyne, très Patriarcal, Il est, je crois, classé deuxième rang parmi les pays les plus, Voilà. plus Et misogynes au monde. déjà au Japon, il faut savoir qu'il y a des promotions uniquement féminines, c'est comme pour les promotions hardcore d'ailleurs. Mhm. Il n'y a pas de femmes dans les promotions. À la New Japan, il n'y a pas de division etc. féminine. Ouais. Voilà, et le gros souci qu'elles ont eu, c'est vrai qu'il y a encore plus le phénomène. Alors c'est partout pareil, et notamment en Europe, mais beaucoup de catcheuses ont un boulot un autre boulot en fait en parallèle. Enfin, Ouais. c'est un peu horrible. C'est vrai que aux États-Unis, on n'imaginerait pas ça pour les divas de la WWE, mais c'est un peu compliqué pour les autres catcheuses dans l'As du monde. Et au Japon, je pense que le problème, c'est qu'ils ont eu beaucoup de mal en fait à renouveler en fait justement cette génération dorée du début des années 90. Mhm. Et en fait, aujourd'hui, on voit un peu les mêmes vieilles légendes qui s'accrochent toujours, qui sont toujours là, qui ont parfois leur propre promotion, comme Ozaki qui a la Oz Academy, par exemple. Et c'est vrai que il y a eu une nouvelle génération un petit peu fin 90, début des années 2000, avec notamment Ayako Hamada qui a fait un passage à Impact et à Shimmer. Avec Akino qui est, ces derniers temps à Shimmer, j'en sais rien parce que les DVD sortent avec à peu près 2 ans de retard, donc elle y était la dernière fois que j'ai regardé, mais c'était fin 2015. On vous redira ça dans un an. Voilà. Et qui sont vraiment très très douées, hein, mais c'est vrai qu'elles sont pas si nombreuses, et en fait c'est un petit peu de pire en pire, et c'est vrai que faut pas exagérer non plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'ailleurs, les promotions japonaises invitent de plus en plus en fait des Américaines, et inversement, elles se font inviter à Shimmer. Il y a énormément d'échanges entre les deux. Et c'est vrai que j'avais été un peu choqué en voyant l'affiche du dernier show de Stardom, où en fait j'ai l'impression de voir un show de petites filles. Elles sont vraiment très 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 jeunes, Ouais. même si c'est vrai que les originales étaient jeunes aussi quand elles ont commencé. Ouais. Faut pas oublier ça. Mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'au Japon ils ont quand même du mal à créer des stars. Alors après il paraît que les fameuses Yo Shirai et Ouais, ils sont pas si excellentes. Moi je les connais pas du tout. Je les ai jamais vues. Je les ai vus catcher justement. Elles étaient à la Japan Expo et sont ça cet été. Non, ça l'était d'autres, là. Pendant le juillet, en gros, histoire de encore briser le kayfabe de l'enregistrement de cette émission, D'accord. lorsque c'était passé à la Japan Expo. Il y avait Konami à Oui, la il y avait Konami Japan Expo. également, oui. ouais, tout à fait. Oui, non, la catcheuse. Pas l'éditeur. Ouais, Non, l'éditeur rien était à voir avec peut-être aussi, l'éditeur mais, de jeux vidéo japonais non, je suis du pas sûr, même d'ailleurs. nom. Donc, Qui lui a loupé la révolution de ses IP, mais ça c'est autre chose. mais là, tu es en train d'évoquer le fait qu'il y a peut-être un espoir, mais que c'est encore, faut laisser le temps de voir venir. Parce qu'elles sont très très jeunes. Je pense que il y en a pas qui se démarquent. En fait, ce qui pourrait vraiment aider, c'est vraiment un partenariat entre les deux. Et peut-être que finalement, ce que fait le WWE de faire venir des catcheuses japonaises va aider. Oui, tout à fait. Après, moi, je sens que la raison pour laquelle Asuka reste bloquée NXT, c'est que justement, elle est toute seule et qu'ils se disent s'ils la mettent toute seule dans le roster principal, ça va être encore plus bizarre que NXT. Parce qu'à la limite, à NXT, elle peut gagner tous les matchs, c'est peut-être moins choquant. Mais Elle parle bien anglais quand même, Asuka. mieux que Shinsuke Mieux Nakamura. que en Shinsuke tout cas. Nakamura. Ouais. Mais Qui parle avec son dentier. Mais c'est vrai que voilà, il Protège-dents. y a eu l'exemple. Alors bon, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que son passage était un échec. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même pas si mal, mais le passage de Ayako Hamada à la TNA, où elle était quand même, il y avait quand même des gens de haut niveau en face, parce qu'il y a notamment le cheerleader Melissa qu'ils avaient recruté à cette époque-là. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, c'est que la première fois que Ayako Hamada, dans son premier match, elle a fait ce qu'elle fait elle, régulièrement, c'est qu'elle a un moonsault sur son adversaire à travers une table. Genre le truc que tu vois pas dans le catch féminin américain habituellement, quoi. Et je me rappelle qu'il y a eu des chances d'ici au somme. Alors ça peut paraître idiot parce qu'aujourd'hui il y a des chances d'ici au somme pour tout et n'importe quoi. Mais à l'époque, dans Impact, peut-être moins dans les pay-per-view, il y en avait plus, mais dans l'émission c'était assez rare. Donc c'était quand même un truc un peu spécial. Ah, le truc qui montre que si ils ont quand même essayé de pousser, c'est que tu dis que ce qu'on voit jamais, donc les passages à travers les tables et compagnie, c'est ce qui a été beaucoup poussé dernièrement en faisant des steel cage féminins. Il n'y en avait pas jusque-là. C'était un steel cage, donc le fameux steel cage où, je ne sais pas ce que le booking avait prévu, mais Charlotte a fini par garnir
garder le titre, alors que ça aurait dû être Sacha, mais qu'il y a quelqu'un qui passe à travers une table et qui n'a pas pu continuer. Ils ont réussi à faire passer une. Non, c'est Sacha Banks, ça n'a pas réussi à tracer la table. C'était plutôt C'est ça. La connaissance, C'est juste ça. à la légèreté, je pense que c'est plutôt ça. Ils ont pas, en fait, c'est ça, il a fallu faire une deuxième couche pour péter la table. Tout a été poussé pour faire exactement comme le catch masculin, en hardcore, en match à stipulation. Mais au final, on revient aux vieilles formules. Alors, pardon, excuse-moi, je te laisse terminer. Oui, et par ailleurs, donc dans d'autres fédérations, alors, est-ce que ce sont vraiment des fédérations ? Pas forcément, Lucha Underground. Alors, juste avant de cet exemple-là, je voulais rebondir sur ce que vous venez de dire. C'est assez intéressant. Est-ce que, à défaut de faire une vraie place aux catcheuses avec des fédérations plus ou moins dédiées, bon, je pensais aussi, on parlait de la Ring of Honor, mais il n'y a pas beaucoup de catch dédiés. A lancé son truc Women of Honor, mais très récemment. C'est ça, mais c'est tout récent, donc peut-être que finalement on est là à l'aube d'une vraie révolution, que ça va un peu prendre sa place. Est-ce que là, pour l'instant, l'idée c'est pas plutôt de singer, bon, comme souvent, le catch masculin, et surtout de faire de plus en plus monter la hype avec des conditions ou des exécutions de prise extrêmes pour que ça fasse, je sais pas, un wow moment ou un maximum de RT sur internet avec des gifs. Alors attention, qu'on un aime wow à moment part. ou un holy shit moment, parce que c'est pas le même Slammy Awards. Là, on va dans trop de technologies, techniques. Quand tu parles des gifs, donc il y a plusieurs comptes, genre Lariato ou John.gif ou Italo Santana, où les wow, là en ce moment ils n'arrêtent pas de bombarder de matchs japonais des années 90 et c'est un festival de mark moment parce que tu te dis moi je me dis mais elles font vraiment ça les catcheuses et elles font vraiment ça. Et justement par rapport à ma question, est-ce que vous pensez que ça tient à ça en ce moment? Justement, on va dire cette révolution du catch féminin, c'est pour l'instant plus un push, mettre en avant à travers des côtés très extrêmes. L'avantage ce qui a fait la force du catch féminin japonais, c'est que les femmes sont souvent plus rapides que les hommes, plus acrobatiques et plus souples. Et je pense qu'il faut miser un maximum là-dessus. Et je pense qu'effectivement, s'ils font des matchs peut-être plus spectaculaires ou des matchs. Après, il faudrait que s'ils font Money in the Bank, il faudrait qu'ils fassent gagner une femme, tant qu'à faire. Mais... Par exemple. Mais pour rebondir là-dessus, moi je dis oui, regarde, allez, on fait des steel cage, on met des tables, on fait un Money in the Bank où on est quand même obligé de mettre un catcheur masculin. Alors ok, c'était James Ellsworth. Mais pour aller permettre à Carmella de gagner. Il fallait un parrain du patriarcat pas loin. Voilà, bon, et puis voilà, ils n'ont pas pris Braun Strowman, quoi, ils ont pris James Ellsworth. Donc, oui, la révolution, si la révolution ne consiste qu'à faire que les femmes fassent le même type de combat que les hommes, c'est pas très intéressant. C'est une petite révolution. Donc pour l'instant, ça dit oui à ma question. C'est que pour l'instant, on les met en avant que dans des copycats ou du catch extrême. Alors tu as donné justement un exemple en parlant, catch extrême, il y en a partout, mais qui est Lucha Underground. Alors je vais te laisser lancer la chose, mais sache que j'ai de l'eau potentiellement à apporter. Mais en fait, Lucha Underground, Lucha Underground, c'est clairement une série télévisée. Oui. Voilà. C'est une série télévisée avec un scénario, des gentils, des méchants avec des mains en fer comme le Dr Gang dans Inspector Gadget, Cage the Machine, tout un tas de personnages que vous avez déjà vus par ailleurs. Donc, par exemple, King Puma qui n'est autre que Ricochet. Prince Puma qui n'est autre que Ricochet. Ouais. John Morrison, qui s'appelle Johnny Mundo et qui était le John Morrison, qui n'est plus d'ailleurs, et qui n'est plus, voilà, qui s'appelle donc Johnny Mundo maintenant. Donc dans cette histoire de parce que c'est gritty parce que ça passe sur une chaîne qui est J-Ray, El Rey, donc le network de alors je trouve pas Rodriguez. du tout de Robert Rodriguez bien sûr. Oui, donc c'est très gritty avec des filtres très granuleux sur l'écran, des histoires de meurtre, de possession, de machin. On en reparlera sûrement du contexte Lucha Underground. Qui est très intéressant. Et en fait, dans Lucha Underground, les titres ne sont pas genrés. Les titres principaux de Lucha Underground peuvent être gagnés par des combattantes féminines. Ouais. Et c'est arrivé plus d'une fois que Sexy Star, par exemple, détiennent le titre suprême de Lucha Underground. Et finalement, il n'y a pas vraiment
Alors évidemment, ils mettent pas Sexy Star directement versus Cage the Machine ou des Non, choses comme ça. Bien sûr, mais il y a quand même eu, c'est déjà battu contre des contre costauds, Johnny Mundo. Pas que Johnny Mundo, Pas il y que, avait des oui. plus, je l'ai vu déjà, mais c'était peut-être des 3 contre 3. Donc, mais il y a un moment, elle allait s'affronter contre des voilà. Mais des vous gars qui avaient pouvez des gabarits. trouver. Il faut savoir que ça, ce serait pas possible ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de chaînes de télé en fait qui interdisent. Et ben, Je sais qu'à l'époque où Impact était sur Spike TV, ils n'avaient pas le droit, on ne pouvait pas montrer un homme frapper une femme. C'était eh ben, impossible. tu fais bien de le dire parce que moi j'ai vraiment eu un choc visuel dans le bon sens du terme. La première fois que j'ai vu ça à Lucha Underground, j'ai fait c'est génial. Un peu comme le Link de Zelda. Ceux qui connaissent ce jeu vidéo comprendront de quoi je fais référence. Je me suis dit c'est extraordinaire. Je voyais Sexy Star qui faisait des prises sur des mastodontes. Je voyais Ivalice aussi qui combattait même en béquille. Enfin, Oui. je me disais voilà c'est un autre Beaucoup genre de de combats dans catch les que je escaliers voudrais. Oui, à Lucha Underground. voilà. Après, faut pas se plaindre d'avoir des béquilles. Mais voilà, là, on a un exemple où ça fonctionne tout à fait. Et même les matchs féminins, en étant dans l'extrême, et il y a le fameux No Mass qui est l'équivalent du I Quit du côté de la WWE. Moi, j'en ai vu un récemment, c'était avec Sexy Star et la sœur de l'autre type là, Mariposa, qui est extraordinaire. Enfin, à la fin, c'est un mix, mais dans la retenue, à la fois entre, on parlait de la présence du sang dans le catch, etc. Enfin, on sent que elles se mettent vraiment sur la tronche, quoi. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne. Alors, mais c'est pas construit, je dirais, pour la performance sportive. Ouais. C'est construit pour c'est vraiment construit pour la dramatisation, parce qu'il y a Bien une sûr. histoire derrière. Bien sûr. Toutes les saisons consistent à se dire qui a tué machin et qui est le fils caché du père du machin de la sœur. On a déjà changé de Et méchant. des pouvoirs surnaturels. Et des pouvoirs surnaturels. Parce que dans Lucha Underground, on a changé de méchant. Ouais. À la WWE, le seul vrai méchant, c'est Vince McMahon, et il est là depuis le début. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres, très très brièvement, Alors, d'autres exemples, il y a- ou est-ce que tu voulais conclure Moi, sur- je conclure sur un Eh ben, truc. on va Alors, te laisser conclure. voilà. dessus. A priori, parce qu'on a posé plein de pistes, donc ceux que voulait faire la WWE, une promotion incroyable, mais finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas réussi, ou ils ont fait revenir des personnages qui n'ont pas marché, ils ont poussé le catch féminin juste dans le sens du catch masculin, finalement, sans essayer de chercher quelle pouvait être la spécificité. Alors, se dit, il y a peut-être un avenir justement qui va arriver fin août avec la diffusion du Du fameux Mae tournoi Young Mae Young. classique. Moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est que j'ai remarqué qu'il y a quand même des vétérans dans le championnat qu'ils ont annoncé assez tardivement en tournoi. Et en fait, il y a beaucoup de petites jeunes dont on sait qu'elles sont déjà sous contrat avec la WWE. Donc j'ai peur que les vétérans servent un peu de faire valoir à Comme ces à petites la- jeunes comme dont à on la sait qu'elles NXT. vont déjà être embauchées. Quoi. Comme le retour de Mickey James. Voilà. Mais bon. Est-ce que la boucle va encore Et alors, redémarrer ? moi, je vous juste de regarder un documentaire qui parle d'une division purement féminine, qui est une division anglaise qui s'appelle la Pro Wrestling Eve. Et qui est pour le coup encore plus gritty que Lucha Underground, parce que le documentaire s'appelle How to Pile Drive, donc un pile driver, donc un fasciste. Parce que c'est vraiment un truc très politiquement. Ça pourrait être un film de Ken Loach. Ça pourrait être un film de Ken Loach. Oui, c'est très politiquement marqué, et c'est aussi, alors je dirais, mais avec des vraies catcheuses, hein, pas dans une série télé comme Glow. Ça parle vraiment d'empowerment, de comment ces femmes ont trouvé leur place comme catcheuses, comme femmes, leur combat politique, parce que cette division ils disent porter un message politique. Voilà, c'est Wrestling Eve, tu disais ? Pro Wrestling Eve, ça s'appelle. D'accord. Et le documentaire s'appelle How to Pile Drive Fasciste. Ah ouais, en tout cas, je tout crois un que c'est programme. une excellente conclusion pour cette émission. Puis j'irai regarder ça, perso, avec plaisir. Messieurs, un grand merci pour vos savoirs, votre enthousiasme et tout ce qui va avec. Nous, on va aller pile driver chacun dans nos coins et dans nos vies. Et puis, on vous donne rendez-vous au prochain numéro. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom. Trois.
2, 1. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catch à Catch. Putain, mais sérieusement, pourquoi j'ai donné ce nom? La première fois que j'ai vu ça à Lucha Underground, j'ai fait c'est génial. Un peu comme le Link de Zelda. C'est génial. Oui, il prépare un film d'ailleurs, c'est le documentaire. Ah. Oui, il prépare un film d'ailleurs, c'est le documentaire. Ah. Oui, il prépare un film d'ailleurs, c'est le documentaire. Ah. And his name is Johnny Brognon.